surprend de voir que les armes qu'il a utilisées étaient légales et enregistrées, que cette personne-là a pu s'en servir? Non, effectivement, parce que c'était la prévision qu'on avait. Si on regarde les autres cas qu'on a eus, soit Polytechnique, Concordia, les armes qui ont été utilisées dans tous ces cas-là étaient des armes à feu qui avaient été obtenues légalement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu comme ça peut se procurer ces armes-là? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des failles dans le registre? On ne peut pas déceler des comportements qui peuvent... Pas nécessairement. Les demandes sont là. Le registre aussi impose, parce qu'on a parlé de toute la réglementation, la documentation qu'il faut remplir, les cours. Il y a un autre motif aussi ultérieur à ça, c'est pour créer une période de désamorçage. Donc, la personne ne peut pas partir, aller acheter une arme et partir avec pour se venger ou se suicider, par exemple. Donc, la période entre le début du processus pour obtenir l'arme et l'obtention de l'arme est quand même assez long. Là, on parle d'environ 1 mois et demi, 2 mois. Fait que donc, à ce moment-là, ça empêche d'avoir un réflexe de colère, par exemple, d'aller chercher une arme et de tirer sur des gens. Mais il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Ce sont des armes à autorisation restreinte. Ça veut dire qu'il faut suivre un cours de maniement d'armes. Il faut qu'il y ait 2 co-signataires dans la maison. On suppose que ses parents ont peut-être co-signé ici pour ça. Et il faut remplir un formulaire. Mais un formulaire, ça ne détecte pas nécessairement les failles si on a un délire ou une paranoïa ou si on a des comportements bizarres. Là. Non, effectivement. Dans le fond, la déclaration qui est faite par la personne qui fait une demande d'arme à feu permet au registraire de retirer le droit de posséder les armes si jamais la personne a fait une fausse déclaration, ce qui est quand même pas une mauvaise chose. Mais au point de vue, bien entendu, c'est sûr, les gens, il y a une chose qu'ils oublient, c'est que maintenant, avec le nouveau registre, si une personne constate qu'un individu peut représenter un risque, il peut en aviser les autorités pour mettre en place tous les processus. Par exemple, une ex-conjointe, un ex-conjoint, dans ce genre de situation-là, on peut aviser pour demander à faire retirer les armes. S'il y a des gens qui avaient constaté des comportements étranges ou des comportements inquiétants de la part de l'individu, bien, à ce moment-là, on aurait pu le rapporter. C'est ce qui aurait dû être fait. C'est ce qui n'a pas été fait. Ces armes-là, ce sont des armes très dangereuses. Est-ce que ce sont des armes de fort calibre? Non, l'individu aurait pu avoir des armes encore plus puissantes. Il aurait pu avoir... écoutez, c'est des armes qui sont quand même relativement puissantes, mais on n'est pas dans des calibres d'armes de chasse, par exemple. C'est vraiment des armes, le 9 mm, le Beretta qu'il utilisait, c'est un calibre de pistolet, là. C'est pas un calibre d'armes de chasse. Donc, on va surveiller aussi les débats qui s'en viennent parce que là, les gens pensent qu'avec le registre des armes à feu, ça pourrait prévenir des événements comme ça, mais quand on entend ça... Même avant le registre, ces armes-là étaient contrôlées. Donc, ça n'a pas d'impact et c'est des armes restreintes. Là, ce qu'on parle, c'est de déréglementer les armes non restreintes. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Au revoir.